Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission, je suis rejoint à nouveau par Paul. Salut Paul. Salut. Alors Paul, c'est la deuxième fois que tu te joins à nous dans cette belle émission qui est Hot Takes et Slow Burn. Est-ce que tu veux nous faire un rapide topo à nouveau pour les gens qui nous écoutent ? Tu veux un topo de quoi? De Tex et Slow Burn? Ou tu veux savoir ce que j'ai fait cette semaine et comment ça se passe? Tu peux faire Fais-nous une petite carte de visite rapide pour rafraîchir la mémoire à notre cher public. Ah oui, bah moi c'est Paul, je suis... vous me connaissez sûrement un peu comme Troy McClure, parce que vous m'avez vu apparaître au volant de Pragmastic et dans cette émission, inénarrable, ineffable et plein d'adjectifs en able, qui est Hot Takes et Slow Burn. Donc principalement, je fais un petit peu de jeux vidéo. Dans la vie, ma profession n'a aucune importance, surtout qu'en ce moment, je n'en ai pas. Donc voilà. Est-ce que ça te convient? Ça me convient parfaitement, ça conviendra parfaitement aux personnes qui nous écoutent aussi. Et donc, la raison pour laquelle nous sommes à nouveau réunis, Paul, c'est pour parler d'une saga de jeux vidéo qui nous est très chère, à toi comme à moi. Pas forcément par le même point d'entrée, mais pour laquelle nous avons, je le sais, tous les deux beaucoup d'appétence. C'est la série des Devil May Cry qui a commencé en 2001 sur PlayStation 2. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton expérience avec Devil May Cry ? Ah putain, alors ouais, parce que j'ai plein de trucs à en dire. En fait, j'ai découvert le jeu parce que j'avais une connaissance, le fils d'une connaissance à mes parents qui avait le jeu. Et en fait, le premier, s'entend, le Devil May Cry original, le OG PS2. Et on y avait joué, je trouvais que c'était quand même un jeu où quand même on y voyait un peu que dalle, parce que à certains moments on était obligé en fait de shooter avec les flingues pour voir ce qu'on faisait. Et bien plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait le réglage de la TV cathodique faisait qu'on n'avait aucune luminosité. Et du coup, en fait, quand t'as de la luminosité, le jeu est beaucoup plus agréable. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté directement moi-même avec mon propre petit argent. À savoir, je n'avais pas demandé ça en cadeau à Noël ou à un anniversaire ou quoi que ce soit. Et c'est un jeu, en tout cas pour le premier, que je trouve injustement jugé. Parce qu'il a posé des bases incroyables, même si des fois on sent qu'il y avait pas mal d'idées qu'on retrouvera peut-être dans Resident Evil 4, mais ça c'est à vérifier. Mais ouais, non, j'ai un historique assez cool avec le jeu, enfin avec la série en tout cas. Et je pense que c'est une excellente série de beat'em all qui a eu quand même quelques petits, comment dire, quelques petits chaos sur la route, voilà, des loupés. Ouais, des petits ratés, des petits échecs commerciaux à l'intérieur. Mais j'ai quand même, si tu me parles de la licence de manière générale, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Ah bah, c'est aussi le cas pour moi. Moi, j'ai découvert la licence beaucoup plus tard parce que j'avais pas de PS2 à la maison, donc je l'ai découverte en 2011 avec Ah ouais, t'es quand même, ouais, tu l'as vraiment vu sur le tard, en vrai. le DMC Devil May Cry de Ouais. Ninja Theory. Aïe 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 aïe.
sorti beaucoup plus tard, qui devait être une espèce de soft reboot de la licence, hein, repartir sur des bases nouvelles avec avec le personnage principal revu et corrigé, un gameplay qui essayait à la fois de rendre hommage à l'original et de poser ses propres bases. Alors, Et ben ça m'a suffisamment accroché pour que je joue aux autres dans l'ordre suivant: Devil May Cry 4 sur PS3, puis Devil May Cry 1, 2 et 3 en trilogie sur PS4, et puis Devil May Cry 5 quand il est sorti sur PC. ah ouais, bah excuse-moi, je te corrige juste, ça peut pas être 2011 DMC, le reboot est sorti en 2013, donc ça doit être plus 2013, mais en tout cas, ça change rien sur le fait que t'es effectivement arrivé relativement sur le tard, puisque entre DMC 5 et le 4, il y a quand même 11 ans. Donc ouais, effectivement, on Ouais, va dire que t'es arrivé après la hype. je suis arrivé après la hype. Après, j'y arrivais avec quelques beat'em all qui m'avaient beaucoup marqué jusque-là, hein, puisque je suis une des 5 personnes sur Terre qui a aimé Darksiders, et Oh, une c'est pas des vrai, 2 personnes qui a... c'est pas vrai, alors on est 6. Parce que Darksiders, le premier, est un excellent Zelda. C'est le meilleur Zelda quand t'as pas de Oui, Nintendo. Je suis désolé. ah bah ça, je suis entièrement d'accord. Moi, j'appelle ça le cousin débile d'un Zelda. Mais ça n'en reste pas moins une bonne expérience de jeu. Tout à fait. De la même manière que Darksiders 2, que j'aime beaucoup aussi, est le cousin débile de Diablo 3 qui a couché avec le cousin débile de Zelda. Ce qui fait beaucoup d'inbreeding, hein. Ça fait un peu de Oui, consanguinité dégueulasse là. et Darksiders 3 que j'ai un peu moins aimé, mais bon, je suis allé au bout, et qui, lui, est le cousin débile de Dark Souls. Alors, tu vois, ça me fait rigoler parce que tu viens de me rappeler que Darksiders 3 existe. Alors qu'à un moment, j'espérais vraiment que le jeu sorte. Donc, c'est te dire à quel point ce Darksiders 3 était une déception, on va dire. Ah ben, tu seras peut-être ravi d'apprendre qu'il y a aussi Darksiders Genesis qui est sorti après, qui est un Diablo-like vu du dessus, jouable à 2, en coop. Ah, c'est super, je crois. Et c'est une prequel. Ah, c'est super, je crois. Je n'y ai pas touché, je peux pas dire. Mais donc, Mais c'est pas le sujet, t'as donc raison. voilà, moi c'est pas le sujet, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Et donc moi j'ai abordé les Devil May Cry avec cette expérience-là, et le fait que j'avais bien aimé ces jeux-là. Et je me suis dit que c'était un genre qui correspondait à mes attentes à cette époque-là, et du coup moi j'avais été satisfait, et j'ai beaucoup aimé découvrir le reste de la licence, et d'être pile à l'heure pour la sortie du 5, puisque j'avais acheté Devil May Cry Trilogy sur PS4 à l'été 2018. Ah oui, en effet. Ça a pu Donc pile à l'heure. ouais, reignite un peu ta hype quand t'as vu que le cinquième allait sortir. Par contre, je vais te poser une question tout de suite. Oui. 2013, donc tu prends la série en 2013. Ça veut dire que du coup, t'en as tu as quelques beat'em all, on va dire, dans la bouteille déjà à ce moment-là, mais surtout du Platinum, non? Ben, alors Platinum, j'avais joué à Bayonetta. Bayonetta 2 n'était pas encore sorti. Ouais, d'accord. C'était pour moi replacé dans la timeline de sortie, mais du coup, ouais, Platinum existe déjà, et du coup, il y a déjà eu Oui. la scission Bah, à il y ce avait, moment-là. Ok. oui, 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 oui. Et du coup, moi, j'ai été perturbé en jouant à Devil May Cry 4 beaucoup plus tard, parce que j'avais déjà joué à Bayonetta 1 et 2. Ah oui, Mais on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera du jeu lui-même. bien sûr. Et donc, oui, Platinum, bah, ils avaient déjà sorti Bayonetta, ils avaient déjà sorti Metal Gear Rising Revengeance, le jeu du cœur. Le jeu du cœur. C'est vrai, Ah bah, c'est vrai. Mais le jeu du cœur, il faut quand même être préparé à te dire que ça va pas être ce que tu en attends, en fait, je pense. Mais c'est un autre sujet. alors,
Non, mais moi j'en attendais pas grand-chose parce que en fait j'y ai joué chez Vincent, notre cher Ah, Vincent de Pragmastic qui fait la voix off de chaque épisode bon, de Hot Texas Slow Burn. qui fait ton intro J'ai trouvé ça également. trop bien. Eh oui, j'ai trouvé ça trop bien et je l'ai acheté et je l'ai dévoré. Coupé décalé, quoi. J'ai coupé, j'ai décalé, j'ai solide, liquide, humide, moelleux, j'ai tout fait, Impeccable. Big up à toi, DJ Konami. évidemment. Et donc, ce que je te propose là, c'est de refaire un petit peu le point sur les 5 jeux canoniques et sur le jeu du canon parallèle de Ninja Theory Ouais, allons-y. pour voir un petit peu ce que chaque titre apporte. Je Allons-y. sais que c'est un verbe qui te plaît. Ah, Donc, j'adore apporter. Moi, j'adore apporter des choses. Faut le savoir. donc voilà, en 2001, on a le premier Devil May Cry, un jeu qui était prévu pour être Resident Evil 4. Ouais. Mais qui a pris une direction de gameplay vraiment trop éloignée du jeu d'horreur qui était encore les Resident Evil à l'époque, et Capcom a décidé d'en faire son propre jeu avec son propre personnage principal plutôt Ah, que de faire un virage à 180 degrés des Resident Evil. et son propre gameplay aussi, hein. Mais c'est rigolo en fait quand tu les mets en parallèle, Devil May Cry et Resident Evil 4, parce que je pense qu'il y a toute une partie de Resident Evil 4, notamment la partie du château, qui doit être genre tirée, mais quasi verbatim de ce que tu vas voir dans Devil May Cry. J'en suis absolument Ah, c'est bien convaincu, possible. et j'aimerais beaucoup qu'il y ait un insider de Capcom qui vienne confirmer cette histoire-là. Parce que bon, les trains fantômes et les caves remplies de lave de RE4, moi ça me fait beaucoup trop penser à ce qu'on pourrait voir dans du DMC, hein. Bah, de la même manière que ce premier Devil May Cry porte des séquelles extrêmement visibles, presque des stigmates de la licence dont il est issu initialement, puisque tu as les angles de caméra fixes, le fait qu'il faille appuyer sur un bouton pour sortir le flingue pour pouvoir tirer. C'est Ben, c'est déjà le cas. on- C'est déjà le cas dans c'est c'est le cas dans DMC1, ça? Tu peux pas tirer ouais, juste avec ton quand t'es bouton carré? quand t'es pas en combat, non. Quand t'es pas en combat, non. Et même en Ah. combat, si t'as pas verrouillé un ennemi, c'est pas trop possible. Ah bah tu vois, c'est une des particularités de gameplay que j'ai peut-être broché parce que j'ai joué à ceux d'après du coup. Ouais, j'en ai peut-être un souvenir manette en main qui est très très biaisé par la suite alors. Oui, bah du coup, c'est très bizarre parce que Bon, déjà le saut est si sur tu le sais triangle. pas, Moi je me rappelle que le saut est sur triangle et déjà ça c'est une abomination. Mais bah c'est pas la, c'est alors c'est l'attaque qui est sur triangle. Et c'est d'ailleurs la ah marque de non, fabrique du jeu. ah non, dans DMC1 le saut est sur triangle mon gars. La version PS2, la Ah bah première, le alors, saut est sur triangle. Ça a peut-être ah été corrigé bah dans les HD, mais je te garantis que sur ça a dû PS1, être sur corrigé dans les PS2 HD. le saut est sur triangle et c'est très très bizarre. Mais après oui, Ah, ça doit être effectivement, encore pire. triangle sert pour ton arme de Ça doit, corps à corps. ça doit être encore pire que dans les Kingdom Hearts. Alors en réalité, de souvenir, quand t'as le coup, ça va. Mais après, encore une fois, je te dis, moi j'ai dû jouer au jeu, ça devait être 2004, donc le 2 venait de sortir, donc c'était il y a très longtemps. Oui. J'ai pas non plus 50 ans, donc voilà. Mais non, de souvenir, tu t'y fais. C'est très bizarre, mais tu t'y fais. Ton solfège s'adapte en fait. Effectivement. Bah de Ouais. toute façon, ouais. Merci d'utiliser le vocabulaire que je mets en place De dans rien, cette, de dans rien. cette émission. Moi, je vote pour ta domination culturelle sur le monde de la terminologie dans le jeu vidéo. Je pense que c'est ça qu'on veut tous. C'est la seule issue viable pour moi. Et donc, les bails du jeu, très rapidement. Il se passe quoi dans Devil May Cry? Oh putain, dans le premier, alors il se passe que insérer ici un incident X ou Y qui nous amène dans un château au bord d'une falaise. Et du coup, de souvenir, c'est l'empereur du mal Mundus qui veut foutre la merde, ou l'empereur des enfers, je ne sais plus, qui veut foutre la merde sur Terre. Et grosso merdo, on va aller directement dans son turf pour lui casser les dents. C'est à peu près autant de ce que je me souviens du scénario. Je me rappelle qu'il y a triche parce qu'il fallait à l'époque, en 2001, du coup, il fallait forcément une caution
nichon bonasse un peu badass. Et après, l'histoire suit son cours, mais grosso merdo, il me semble que le scénario du premier tient plus ou moins sur un timbre-poste. Ce qui sera un peu un staple C'est de la ça, suite de la série, hein, d'ailleurs. Mais absolument. Donc voilà, on incarne Dante, un chasseur de démons qui est lui-même un hybride humain et démon. Son père étant Sparda, le chevalier démon qui s'est dressé, qui s'est rebellé contre Mundus. Et donc Mundus veut se venger de Sparda en assassinant son fils. Et lui tend un piège, en fait, il me semble, en le faisant venir sur cette île dans le château. Oui, parce que moi je voulais pas spoiler, mais effectivement, Trish n'est pas une humaine trop bonasse, c'est un démon au service de Mundus. Et voilà. Mais on va dire que Et pour la tenue globale des prémices, c'est pas très important. c'est pas très important. Dans le jeu, on a un adversaire récurrent qui est Nello Angelo, une espèce de chevalier infernal qui nous poursuit. Et en fait, Et ce sera important pour la suite. ce sera important pour la suite et pour DMC5 d'ailleurs. Et pour DMC5. Et pour DMC3 et pour plein d'autres. Il se trouve qu'en fait, Nello Angelo c'est ton frère. n'est autre que Vergil, le frère disparu de Dante, qui est devenu ce chevalier au service de Mundus. On ne sait pas exactement comment ni pourquoi, mais on le saura plus tard. vint. On le saura beaucoup plus tard dans la série, en fait. Et puis ensuite, on arrive à opérer la rédemption de Trish dans cette scène mémorable où il Dante va remplir. crie qu'il aurait pu je vais trouver remplir l'extrait. son cœur obscur de lumière. Je vais trouver l'extrait, je vais le mettre parce qu'il est fantastique. C'est. I should have been the one to fill your dark soul with light. Il est fantastique. C'est aussi un staple de la série d'être surjoué. Enfin, ça a été un peu toned down quand on avait passé à DMC 3, 4, 5. Et bon, je vais pas parler du reboot parce que c'est une autre ligue. Mais le premier est vraiment extrêmement surjoué et je trouve que ça lui donne un charme. Les VA, c'est vrai. Les VA se sont lâchés dessus. Hein. Bah, pour moi, c'est encore un peu à ce moment-là l'héritage de Resident Evil d'ailleurs. Hein. Ouais. Ouais. Mais je t'avoue que donc voilà. Je sais pas si le mec qui fait la voix de Dante est déjà est déjà présent vocalement dans un autre titre de Capcom. Dans un Resident Evil par exemple, tu vois, je sais pas trop. Il faudra qu'on creuse. Et donc pour le point culture générale, hein, évidemment, Dante, Vergil, hein, la Divine Comédie, écrite par Dante et qui raconte les mésaventures de Virgile dans les enfers. Virgile, si je ne m'abuse, le philosophe de la Rome antique. Si je dis des conneries, je suis désolé, j'ai ouvert Wikipédia pour regarder Devil May Cry, pas pour regarder la Divine Comédie, donc pardon aux familles, tout ça. Ouais, et puis de toute façon, si on faisait des recherches avant l'émission, ce serait pas vraiment HTSB. Je vous rappelle que j'ai l'intégrité journalistique de quelqu'un qui n'est pas journaliste. C'est ça. Alors, pour info, parce que je suis quand même allé chercher sur BTA, le mec qui fait la voix de Dante n'a absolument rien fait, sauf un mec de Senseiya. Donc, si, il a fait les incarnations de Dante dans Beautiful Joe aussi, mais on l'a pas retrouvé dans un autre titre Capcom. Voilà, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Donc le jeu se joue en appuyant sur un bouton pour attaquer. On peut faire des combos en appuyant plusieurs fois sur le bouton. On peut faire des combos différents en faisant des pauses entre les moments où on appuie sur le bouton pour attaquer. Et c'est ça qui va faire la variété dans les attaques, parce que contrairement à beaucoup de beat'em all, c'est un jeu où il y a un seul bouton d'attaque au corps à corps. On peut aussi, et ça c'est la grosse particularité des Devil May Cry, augmenter sa note de style qui augmente sa progression de personnage en faisant des attaques pour lancer les ennemis en l'air, les poursuivre en l'air, les attaquer en l'air, sauter sur leur tête, rebondir, rester en l'air, faire des petits coups de pistolet, les relancer et jongler comme ça avec les ennemis comme un artiste de cirque jonglerait avec des tronçonneuses au milieu de motos en flammes qui roulent dans un cône. Oui, ou comme un joueur de Milia à Guilty Gear. Voilà. Oui, alors moi j'ai pas osé Milia, mais c'est pas grave. Je te fais confiance. Ça fait de toi une personne respectable. Scène d'esprit. Voilà, scène d'esprit respectable. Mais tu parlais de rang de style, faut savoir que dans le premier, ce rang de style est très facile à casser. Parce que, alors, peut-être pas sur les versions HD, mais en tout cas dans la version originale, le
le rang de style ne prend pas en compte la variance de ce que tu fais, ce qui sera un staple de la série après. En gros, dans le premier, tu peux simplement balancer un ennemi en l'air et vider des chargeurs dedans pendant 5 minutes, ça fera quand même monter ton compteur. Ce qui n'est plus le cas dans les séries d'après. Ouais, c'est là que tu vois que le game design, c'est un processus itératif, hein, il faut réessayer les choses. À mort. À mort. Et en 2003, on enchaîne avec Devil May Cry 2, qui reprend les aventures de Dante, qui cette fois-ci se retrouve dans un petit village pour aider une chasseuse de démons qui s'appelle Lucia, qui est remarquable par ses cheveux rouge carmin et pas par grand-chose d'autre. Oui, Euh, c'est globalement un personnage plutôt naze pour un jeu qui est pas très aimé dans la série, qui avait quand même la particularité de venir en 2 CD. Tu avais un CD où tu jouais Dante et un CD où tu jouais Lucia, qui avait 2 histoires différentes qui se rejoignaient de temps en temps. C'était pas super bien exécuté, j'en ai pas vraiment de très bons souvenirs de celui-là. On va pas se mentir non plus. non, dans ce jeu-là, voilà, on court après un certain Arius, qui est président de la compagnie Ouroboros, et qui l'eût cru, fricote un peu avec les démons. Et donc, on évolue voilà, dans des niveaux, on récupère des nouvelles épées, on fait des combos nuls, et à la fin, on se bat contre littéralement le Pokémon gros tas de morve avec des morceaux de squelette qui dépassent. Grand comme un Euh, immeuble, non? C'est pas celui-là? Grand comme un immeuble et étonnamment difficile et pas le bon genre de difficulté. Non, le genre de difficulté un peu bullshit. Il faut le reconnaître, ouais. Le jeu te prend vraiment pour un con en essayant de te mettre des imbloquables, là où la série a toujours été un peu, on va dire, difficile, parce que elle te demande direct en tant que joueur d'avoir une certaine exécution. Ça, on va pas non plus se mentir là-dessus. Mais là, le jeu essaie de mettre les potards en brisant ses propres règles et c'est un peu bizarre, manette en main. Il faut bien le reconnaître, ouais. Ouais, mais après, bon, il y a aussi l'histoire de t'as un combo nul que tu fais en boucle, mais si tu n'inclines pas ton stick pendant que tu fais ton combo, là, tu peux avoir de la variété, chose qui n'est jamais expliquée dans le jeu, ce qui fait que je me suis enquillé tous les combats et tous les niveaux avec le même combo nul, ce qui n'a pas aidé à mon immersion et à mon appréciation du titre, il faut bien le reconnaître. Ouais, non, pas trop. Et la légende raconte que en fait ça devait pas être un Devil May Cry et que comme le premier Devil May Cry avait bien marché, Capcom a pris le beat'em all, a mis une surcouche Devil May Cry dessus, hop, on joue Dante et c'est cool. Je sais pas trop quel crédit accorder à cette théorie-là, en fait, parce que effectivement, les prémices de départ, ne serait-ce que dans la personnalité de Dante, sont pas du tout les mêmes. Mais je pense que si ça a été le cas, ils ont vraiment opéré le virage très tôt dans le développement. Je pense pas qu'ils aient collé, tu vois, une skin à un jeu terminé pour DMC2. Non, pas à ce point-là. Mais je pense que ouais, à la base, le jeu devait pas être un Devil May Cry, mais ça s'est décidé assez tôt dans le développement pour le coup. Encore une fois, Ouais. si on a Alors des que, insiders de Capcom dans les commentaires Twitter, je suis chaud. et si dans les commentaires Twitter on a des gens qui savent pour Legacy of Kain Blood Omen 2, qui est un jeu qui se joue comme un Tomb Raider sauf qu'on a un vampire avec une épée, ça m'intéresse aussi de savoir à quel point c'est vrai que ça devait pas du tout être un Legacy of Kain et que Crystal Dynamics a mis ses gros sabots au dernier moment. Ouais, c'est vrai. Et je crois qu'à un moment, tu vas peut-être nous en parler de Legacy of Kain, non? Est-ce que c'est pas dans les cartons? Est-ce que t'attendrais pas un aficionado pour le faire? J'attends un aficionado, c'est dans les cartons C du studio. Oh, bien joué. Félicitations. Et donc voilà, Devil May Cry 2 qui est suivi en 2005 par finalement le jeu qui a donné ses lettres de noblesse à la série. Mais par la deuxième venue du Christ sur Terre, mon gars. C'est le meilleur jeu de toute la série. Et je pense que c'est un des meilleurs jeux de la PS2. J'ose le dire. Ça doit pas être loin d'être vrai, effectivement. Ah ouais, Devil May Cry 3, Dante's Awakening, c'est vraiment... C'est l'épitome de ce que la série a pu faire, a pu poser en termes de base entre le premier et le deuxième. C'est fou. C'est juste parfait. Les contrôles sont au millimètre.
On lui pardonne même les petites séquences de platforming un peu pétées sur la fin. C'est vraiment exceptionnel Devil May Cry 3. Si vous deviez jouer qu'à un seul de la série, je pense que ce serait celui-là. Par contre, c'est extrêmement dur parce que c'est aussi un des rares jeux PS2 qui a la particularité que en Occident, le mode normal, c'est le mode hard japonais. En général, c'est dans l'autre sens. Là, je sais pas trop ce qu'ils se sont dit chez Capcom USA, mais c'est de la boulette et c'est dur. Mais le jeu est excellent. C'est dur, c'est dur. Donc le jeu raconte un petit peu la jeunesse de Dante et permet de comprendre pourquoi dans Devil May Cry 1, le moment où on découvre que Nello Angelo est en fait Virgil est un moment poignant, puisqu'on voit ici la rivalité entre les deux frères qui se termine de manière déchirante. En une séparation irréconciliable, dans un duel au sommet après ce qu'on croyait être un dernier boss déjà pas facile. Ouais, qui était pas nécessairement évident, parce que les boss ont cette tendance sur la fin à devenir des gros sacs à PV. Et j'avoue que se refaire un petit Virgil 3 après ce qu'on t'a présenté comme le dernier boss, c'était vraiment un move intéressant. Ah, c'était très stylé, surtout que les deux frères collaborent pour battre ce dernier boss. Ouais. Séquence qui, si je ne m'abuse, si on plante une deuxième manette dans Ouais. sa PS2 à ce moment-là, le joueur 2 peut jouer Virgil. Ouais, ce qui est pas nécessairement hyper pratique parce que du coup la caméra s'adapte pas très bien. Mais ouais, c'est possible de si tu branches une deuxième manette, effectivement que le P2 contrôle Virgil pendant ce fight. Et si jamais vous voulez jouer Virgil aussi, allez-y dans la version c'est Dante's Awakening, mais c'est la Director's Cut, je crois que ça s'appelle. Je ne sais plus, j'ai pas fait mes recherches Wikipédia, vous me pardonnerez, mais il y a une version où on peut refaire le jeu, effectivement, qui seront les mêmes niveaux, mais avec Virgil, et Virgil, c'est pété. Voilà. Oui, ça se joue bien. Hein. C'est la spéciale édition. La version HD. La spéciale édition. La version HD. La version HD intègre évidemment ces histoires de gameplay aussi. La grosse nouveauté de Devil May Cry 3 en termes de gameplay, c'était aussi d'avoir donné une utilité au bouton rond de la manette PlayStation, qui jusque-là ne servait à rien dans ces jeux, et qui là prend une fonctionnalité différente selon le style de combat qu'on choisit au début de chaque mission ou à chaque fois qu'on rejoint un point de sauvegarde. Ces différents styles de combat vont soit mettre l'accent sur l'esquive, soit sur le combat à l'épée, soit sur les pistolets, soit sur les c'est des paris. contre-attaques. Ouais, c'est des paris. Et c'est très cool. Le système de style était vraiment sympa. Peut-être le seul point un peu dommage, c'est que c'est ce que fera Devil May Cry 3, c'est que tu peux pas switcher de style à la volée. Ce qui fait que du coup, encore une fois, tu ne vas pas te servir du D-pad pendant l'intégralité du jeu. Et le fait de farmer les styles, qui sont tous plus ou moins utiles à certains moments du jeu, c'est un petit peu compliqué si t'es pas prêt à faire des boucles. Même si la série est assez connue pour les joueurs qui ont envie de faire des boucles finalement, puisque il y a beaucoup de modes de difficulté qui vont se débloquer au fur et à mesure du jeu, notamment les derniers qui sont toujours les Legendary Dark Knights, où t'es en forme de démon de A à Z et c'est juste la fête. Mais pour ça, il faut mériter le Dante Must Die, qui est peut-être un des modes les plus brutaux de difficulté que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. C'est vraiment pas facile. Ouais, ça se complique très rapidement. Ensuite, c'est devenu une grande tradition chez les Platinum aussi, hein, les boucles de répétition des parties avec la difficulté qui augmente au fur et à mesure. Ça se fait dans les Bayonetta, dans Metal Gear Rising, ça se fait dans Astral Chain, dont j'ai parlé dans le 2e épisode de Hot Texas Slowburn. On va croire que t'avais tout prévu. Donc c'est devenu... Et oui. Et là, je remonte mes lunettes avec mon majeur comme un méchant d'animé. C'est ça, mais après, c'est bien que tu fasses les parallèles avec Platinum, puisqu'à la base, effectivement, le premier Devil May Cry, c'est Hideki Kamiya qui est devenu head director chez Platinum après. Hein. Et oui, et ça va bien se voir en 2008 avec Devil May Cry 4, sorti sur PlayStation 3, un jeu qui a tenté de se rendre plus accessible aux nouveaux venus, aux gens qui n'avaient pas l'habitude de jouer Dante, surtout après un Devil May Cry 3 magistral d'un côté, mais exigeant parfois au point de l'injustice de l'autre.
Ouais, un peu bizarre. Moi, je sais que je suis pas très fan de la direction qu'a pris DMC4 parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à jouer Nero, qui est le personnage principal, puisque effectivement, encore une fois, ce DMC4 va se démarquer parce que il me semble que tu vas jouer 2 tiers du jeu Nero et 1 tiers du jeu Dante, si je dis pas de bêtises. Et C'est plus équilibré que ça. Ouais, ah ouais? C'est plus 55-45. Ah ouais? C'est plus 55-45. Ah, tu vois, vraiment, tu vois, pour le coup, ressenti, moi, comme 2 tiers, 1 tiers. Ce qui explique ce qui est expliqué par le fait que je suis pas très très fan du gameplay de Nero. Mais effectivement, ouais, il y a une différence aussi sur le fait qu'on met le spotlight sur Nero principalement, qui est en fait le Ouais. nouvel ajout, qui n'a pas du tout le même gameplay, parce que je crois que Nero n'a pas de style dans ce DMC. Non, Nero n'a pas de style. Le bouton rond sert à activer son bras démoniaque qui attrape les démons et leur fait des prises plus ou moins stylées pour les mettre au tapis. Et ça a comme conséquence de permettre des petites histoires de grappins. Des extensions de combo notamment, ouais, il me semble. Puis un peu de platforming, non? Si je dis pas de conneries. Ou c'est dans Un peu de DMC5, platforming. je ne sais plus. Non, c'est déjà dans DMC 4. Et donc à la moitié du jeu, on récupère Dante, qui a à peu près le niveau qu'il avait quand on l'a quitté à la fin de Devil May Cry 3. Et c'est la gavade à partir de là. Le jeu est un plaisir sans cesse renouvelé pendant tout le temps où on incarne Dante, je trouve. Ah ben, tu vois, encore une fois, je suis allé chercher Dante 7 missions sur les 20 missions du jeu. On est bien sur le 2 tiers 1 tiers. Mais les missions avec Dante sont plus longues aussi. Donc c'est peut-être ça qui te... Oui, elles sont plus longues. Parce qu'en fait, tu retraverses les niveaux à l'envers. Oui, avec Dante. Ouais, et donc c'est peut-être moins de missions mais plus longues, mais tu retraverses les mêmes niveaux à l'envers avec des petits rafraîchiments de gameplay, même si bon, ça se voit qu'ils ont fait un demi-jeu et qu'ils l'ont fait 2 fois avec des persos différents, quoi. Ouais, je pense aussi qu'il y avait la difficulté technique d'équilibrer le personnage sur le moyen terme. À la fin, on a un dernier niveau et un dernier boss où on réincarne à nouveau Nero. Néron, qui a-t-il été l'élève de Virgile dans la Rome antique? Peut-être. Y a-t-il un... C'est vrai qu'on n'a pas parlé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du bro, mais y a pas un bail où son bras c'est celui de Virgile du coup? Parce que je sais qu'il a le katana de Virgile. Ça, je me rappelle. Alors, dans mon souvenir, son bras, c'est le katana de Virgile qui devient son bras. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, le manque d'informations commence à se voir. Mais ok, roulons avec ça. Et bon, voilà, il y a des petits bails avec est-ce qu'il y a un lien entre Dante, Nero et Virgile, sachant que Nero peut se transformer en démon aussi, a les cheveux blancs comme les deux frères, est beaucoup plus jeune que les deux frères. C'est un peu un gros trou du cul prétentieux, un petit peu comme Dante. Enfin, c'est curieux. C'est curieux. Ouais, mais c'est un gros trou du cul prétentieux, mais avec aucun chill, alors que Dante est un gros trou du cul prétentieux avec beaucoup de chill. C'est vrai, c'est deux faces d'une pièce du trou du cul prétentieux, ouais. Il faut reconnaître ça, effectivement. L'écriture de Capcom qui, à défaut d'être nécessairement originale, amène un petit peu de variété quand même. Et donc, il y a un personnage qui se présente un petit peu comme une combattante sorcière magique très stylée, courtement vêtue, qui ne sera pas sans rappeler une certaine combattante magique sorcière très stylée. Qu'on aurait vu dans le premier. Courtement vêtue. Ouais. Je vois pas de quoi tu parles. Non, je parle de Lady qui est déguisée en je sais plus qui, et son déguisement, c'est Bayonetta. Ah, en 2008. Je pensais être riche. Mais ouais, ok, ouais, je visualise. Donc, copyright infringement, non, on se demande comment le procès ne s'est pas passé. Original character de notre style, c'est tout. Et il était non fongible. Il était non fongible. ne me lance pas. Et ça commence à faire un petit peu long cet épisode. Et si on se disait à la semaine prochaine pour avoir la suite de cette belle discussion sur Devil May Cry? Tu veux dire qu'on va devoir attendre 2 semaines avant de remplir nos âmes de lumière? On va en attendre une seule, c'est ça qui est beau.
C'est incroyable. Comment tu fais? Eh bien, c'est grâce à une petite magie d'internet qu'on appelle la BioWare Magic. Non, c'est grâce à la magie du montage. Je suis déçu, je pensais que ça allait être magique. Donc, Hottex et Slow Burn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à toi, Paul. Merci à Vincent pour la voix off. Merci à Simon pour la musique du générique. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Je suis Mythlamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde! Quel speedrun! Salut tout le monde!